la vitesse à laquelle le climat change nous impose de nous adapter. Comment est-ce qu'on vit bien en 2050 ? Comment est-ce qu'on n'est pas juste dans un état léthargique aux prochaines vagues de chaleur ? Comment est-ce qu'on se retrouve à pouvoir avoir encore des conditions de vie qui soient agréables, confortables, qui fait qu'on n'a pas besoin de déménager, qu'on n'a pas besoin de quitter des territoires. Et la réalité, c'est que l'adaptation au changement climatique, c'est un sujet de court terme. C'est la raison pour laquelle c'est maintenant qu'on s'adapte et qu'il y a énormément de choses à faire. L'adaptation, ça concerne aussi donc les entreprises françaises et c'est aussi sous nos latitudes, qui ne sont pas des latitudes extrêmes, on est également confronté à des risques très importants. Le Talk de Finance Responsable, un podcast idée l'info durable, présenté par Ariane Khosrowshahi. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du Talk Finance Responsable. Aujourd'hui, on va parler de l'adaptation au changement climatique, des risques climatiques et de leur prise en compte par les acteurs du monde de la finance. Pour en parler, je suis accompagnée de Théophile Bellouard, qui est vice-président de Altitude chez AXA Climate. Bonjour Théophile. Bonjour Ariane. Alors on va commencer par un point définition. L'adaptation au changement climatique, c'est la démarche d'ajustement au climat actuel ou attendu, qu'il s'agisse de la variabilité climatique mais aussi des événements climatiques extrêmes. Alors concrètement, il s'agit de limiter les impacts du changement climatique et les dommages associés sur la population, les activités socio-économiques et sur la nature. Il faut savoir que l'adaptation au changement climatique, elle ne date pas d'aujourd'hui. C'est un terme qu'on connaît depuis, on va dire, plus de 30 ans maintenant. Vous travaillez quotidiennement sur ces sujets. Depuis quand vous observez une accélération justement de la prise en compte de justement cette adaptation au changement climatique ? Moi, ça va faire 5 ans et demi que je travaille sur ces sujets au sein d'AXA Climate. AXA Climate, l'entreprise, elle est fondée en 2019, donc c'est assez récent, et avec justement cette volonté de se dire, avec les connaissances de modélisation du risque, la capacité de modéliser des risques qu'on a chez AXA en tant qu'assureur, comment est-ce qu'on accompagne des entreprises, des collectivités dans justement une démarche de résilience. Et donc, à l'époque, c'est assez balbutiant, en tous les cas en France. C'est un peu de cette époque-là que datent beaucoup de premières démarches de cabinets de conseil. Intéressant aussi de voir qu'à l'époque, dans le rapport, à l'époque le dernier rapport du GIEC qui est sorti, il y avait en fait c'est une composition de 3 rapports qui sont la synthèse des travaux de 3 groupes de travail, dans lequel il y a un groupe de travail qui est dédié à l'adaptation. Et donc, c'est intéressant aussi d'avoir toujours ce pendant. Qu'est-ce qu'on sait modéliser du risque et ensuite, qu'est-ce qu'on fait de cette information-là pour bien s'adapter et théoriser aussi un peu la bonne façon de s'adapter, qu'est-ce que la maladaptation et ainsi de suite. Pourquoi on s'y intéresse que maintenant ? Enfin, 5 ans, c'est relativement récent, on va dire. Ouais, tout à fait. Je pense qu'il y a différents enjeux dans le fait que ce soit assez récent, mais il y a d'abord, entre le moment où on théorise et le terme existe et puis le moment où on s'en empare réellement, il y a évidemment toute une phase d'éducation qui est extrêmement importante et qui a pris du temps. Par ailleurs, il y a une prise de conscience aussi des risques que représente le changement climatique, qui est assez récente. Le changement climatique, il est constaté pareil depuis plusieurs décennies. C'est très récent d'avoir des entreprises qui ont décidé de réduire leur trajectoire d'émissions parce qu'elles ont compris quel était l'impact de ces émissions sur la planète. Et donc, je pense que c'est aussi lié au temps qu'il a fallu pour maturer ces sujets de mitigation et d'atténuation qu'il a fallu du coup avoir pour l'adaptation. D'accord. Alors, au niveau national, on va en reparler plus tard, mais c'est vrai que la France a publié un plan national d'adaptation au changement. Le dernier date de 2025, justement. Il se base sur un scénario, le scénario qui évoque plus 4 degrés en 2100. Voilà, je voulais savoir, est-ce qu'on se base sur les mêmes scénarios pour tout ? Comment ça se passe ? Sur quoi on se base ? C'est intéressant, effectivement, la France, quand elle se dote d'un plan, alors, le PNAC, comme on l'appelle un peu dans les sphères, il y a cet enjeu de se dire quel est finalement le futur pour lequel on veut être résilient. C'est intéressant d'avoir plusieurs éléments en tête, mais pourquoi est-ce qu'on utilise des scénarios ? D'abord parce qu'on ne sait pas de quoi demain sera fait. Ensuite, parce qu'une émission de CO2 aujourd'hui, il y a une émission de CO2 aujourd'hui, quel va être l'impact en termes de réchauffement, et ensuite, quelles seront les émissions de CO2 qu'on va avoir entre maintenant et la fin du siècle. Et donc, comme il y a cette incertitude, on est obligé de dessiner des différents futurs possibles. Les scénarios de référence, ils sont plutôt définis par le GIEC, qui est un groupement de scientifiques et experts du climat qui fait exprès de rassembler différents scientifiques de différents pays, de différentes expertises pour s'assurer d'avoir une vision un peu holistique de l'état de l'art de la science à un instant T. Et ce sont eux qui définissent différents scénarios en se disant si on continue d'émettre comme on l'a toujours fait versus si on est net zéro en 2050 et avec du coup différentes trajectoires possibles. Et ces scénarios qui sont au départ des scénarios d'émissions sont ensuite retranscrits en niveau du coup d'effet de serre possible sur la planète et donc en niveau de température au sol.
pour la raison pour laquelle on parle souvent de scénario 1,5 degré, 2 degrés. Et en fait, ce chiffre-là, cette température, c'est une température moyenne à la surface du globe, mais à l'échelle internationale. Et donc, d'abord, c'est 75% d'océan, quand on parle de température de 2 degrés. Donc, évidemment, on n'a pas la même température sur l'océan que sur la Terre. Et puis, ça inclut le pôle Nord, le pôle Sud, qui se réchauffent différemment de l'équateur. Et donc, en fait, un scénario 2 degrés, en France, ça correspond à un scénario 3 degrés, si on prend la moyenne de la surface de température en France métropolitaine. Et donc, c'est aussi la raison pour laquelle il était important pour l'État français de dire nos institutions, nos entreprises doivent être résilientes dans un scénario, dans la traduction France métropolitaine d'un scénario de degré international. D'où ce 3 à 4 degrés, effectivement, en termes de trajectoire de réchauffement. Donc l'Europe se réchauffe plus vite. L'Europe se réchauffe un peu plus vite. Alors, plus on s'éloigne de l'équateur et on va vers les pôles, plus ça se réchauffe vite. À peu près la moitié, l'Europe, 45. Donc en moyenne, quand le monde se réchauffe de 2 degrés, nous on se réchauffe de 3-4 et les pôles se réchauffent de 5-6 degrés. Alors il y a des risques climatiques, il y a différents risques climatiques. Est-ce que vous pouvez nous en parler Oui, bien sûr. Donc on a coutume de dire dans les risques climatiques, il y a ce qu'on appelle les risques climatiques physiques. C'est la façon dont le climat va impacter des entreprises, des organisations. Et puis, il y a tout ce qui va être les risques climatiques plutôt de transition. Et donc, c'est la façon dont, dans une trajectoire d'adaptation et d'atténuation au changement climatique, comment est-ce que le marché évolue, la demande, les attentes des consommateurs vont évoluer, la réglementation va évoluer, la technologie va évoluer. Voilà, et donc, ce sont tous ces chocs sur l'économie des entreprises et donc sur les modèles économiques des entreprises qui représentent également des risques dits climatiques. Et si on fait un peu le focus sur ce qu'on appelle du coup le risque climatique physique, qui est souvent ce à quoi on cherche à s'adapter, ils sont de deux natures. Il y a ce qu'on appelle les risques aigus, catastrophes naturelles, des feux de forêt, des tempêtes, des inondations, qui ont pour la plupart toujours existé. Simplement, le changement climatique amène des nouveaux extrêmes, en sévérité, en intensité, mais aussi en probabilité. Et puis, il y a tout ce qu'on appelle les risques chroniques. Le fait que, naturellement, chaque hiver, il fait un peu plus doux, chaque été, il fait un petit peu plus chaud, les régimes de pluie changent, il pleut plus en hiver, moins en été, par exemple. Et donc, ce sont tous ces petits changements chroniques qu'il faut également prendre en compte. Et la façon de les mesurer, de les prendre en compte, va pas mal impacter, va pas mal changer, parce que les impacts sur une entreprise, sur des opérations vont être très différentes. Si je prends un exemple, je sais pas, si on prend un exploitant forestier, c'est particulièrement vrai dans le Grand Nord, en Laponie ou en Scandinavie. Donc que vous soyez exploitant forestier ou que vous soyez un fabricant de meubles qui achète énormément de bois en Scandinavie, la partie chronique, c'est simplement le fait que puisque les températures se décalent, puisque les précipitations se décalent, en fait, la niche écologique des arbres est en train d'évoluer. Donc, ce qui poussait très bien il y a 50 ans, ce ne seront plus les mêmes essences, forcément. Et donc, quid des arbres qui ont été plantés il y a 10 ans, qui doivent encore attendre 5 ou 10 ans avant d'être abattus? Est-ce qu'ils vont pousser aussi bien? Est-ce que la qualité du bois sera celle qu'on attend? Et quelles décisions je prends quant aux nouvelles essences que je vais devoir planter, par exemple? Ça va être aussi des hivers potentiellement où il y a moins de temps gelé. Et en fait, on sait qu'il y a pour aller exploiter les forêts, quand le sol est gelé, on peut faire rouler des machines et des engins qui sont lourds. À l'inverse, quand ça dégèle, et donc si l'automne ou le printemps est très humide et dure plus longtemps, on ne peut plus faire circuler ces engins-là. Et donc, du coup, c'est un temps pour opérer qui est plus court sur l'année, qui amène du coup des changements d'organisation de l'entreprise. Le matériel nécessaire n'est peut-être pas le même, le personnel nécessaire n'est pas forcément le même. Donc là, on est vraiment sur des impacts chroniques qui vont être du coup à distinguer en termes d'adaptation, d'impact aigu, catastrophe naturelle, du fait qu'il y ait les feux de forêt qui puissent détruire cette forêt, le fait qu'une canicule, une vague de chaleur d'une sévérité très importante puisse impacter des jeunes plants qui ont été plantés dans les 3 dernières années et qui du coup sont moins résilients parce qu'ils ont moins de racines, le fait que des tempêtes pourraient coucher une partie de la forêt, et ainsi de suite. Voilà. Donc c'est vraiment ces deux types de risques différents. D'accord, donc c'est au cas par cas en fait. Voilà, chaque entreprise regarde au cas par cas les différents risques. Exactement. Et donc il y a un peu... Alors, il y a des listes qui ont été faites pour être sûr d'être un peu systématique et d'avoir regardé un peu tous les risques. Il y a plein de façons de le regarder. La taxonomie européenne qui a essayé de théoriser un peu l'adaptation justement pour s'assurer qu'elle soit adressée de la même façon par tous les acteurs en Europe, a fait 4 catégories. Donc, les risques liés aux températures, liés à l'eau, liés au vent et liés au mouvement de sol. Voilà, donc, c'est une façon parmi d'autres de s'assurer qu'on est effectivement exhaustif quand on vient analyser tous ces risques à la fois chroniques et aigus. Alors c'est vrai qu'on parle d'adaptation au changement climatique, mais il y a une autre chose dont on parle régulièrement aussi, c'est l'atténuation au changement climatique. Est-ce que finalement c'est complémentaire? Alors, c'est évidemment complémentaire et il n'y a pas d'adaptation sans atténuation. Il y a plusieurs raisons à ça. La première, c'est qu'en fait, si on s'adapte sans atténuer, sans réduire ses émissions de CO2, on traite les symptômes.
mais on ne traite pas le mal à la racine. Donc il y aura toujours le changement climatique continuera à s'accentuer, donc les effets du changement climatique seront de plus en plus violents, et donc il faudra finalement, c'est un peu une course en avant de l'adaptation. Euh, le deuxième élément qui est hyper important, c'est qu'aujourd'hui, ce qu'on dit, c'est que c'est uniquement en atténuant et en limitant le réchauffement climatique à 2 degrés qu'on arrivera à s'adapter, puisque autrement, les effets potentiels et les nouveaux extrêmes auxquels on serait confronté seraient trop violents pour qu'aujourd'hui on sache s'y adapter. Et avec tout évidemment une part d'incertitude, on sait que ce qui était extrême par le passé devient fréquent. En revanche, on ne sait pas quels seront les nouveaux extrêmes de demain et jusqu'où est-ce qu'ils pourront aller. Et le troisième enjeu qui fait que adaptation et atténuation vont de pair, c'est aussi une histoire d'inertie de ce système. On sait qu'aujourd'hui, les 20 prochaines années, elles sont jouées. Et donc, les émissions de CO2 qu'on réduit aujourd'hui, elles nous permettent de rendre plus adaptable le monde en 20 ans devant nous. Parce que, en fait, simplement, voilà, le CO2 qui a été émis, il est dans l'atmosphère, il a une durée de vie, il disparaît pas. Et donc, voilà, l'inertie du système terrestre est aussi à prendre en compte dans ce calcul. D'accord, donc c'est pas on arrête l'atténuation, on continue l'atténuation et on s'adapte aussi en même temps. On fait les deux. On fait les deux, exactement, en même temps. La vitesse à laquelle le climat change nous impose de nous adapter. Parce qu'on pourrait se dire, naturellement, il y a eu... quand on regarde l'histoire de la planète, il y a eu des phases d'alternance avec des aires glaciaires et des aires chaudes. Globalement, ce qu'il faut comprendre dans ces phases un peu naturelles, c'est qu'on parle d'une différence de 5 degrés. Donc il y a 5 degrés de différence en moyenne à la surface du globe entre une aire glaciaire et une aire très chaude. Et on est sur des changements qui globalement se font en 100 000 ans en termes d'échelle de temps. Là, la différence, c'est qu'on est sur des échelles de temps qui sont de l'ordre de la dizaine d'années, du siècle, et pour les mêmes changements de température. Et donc, la vitesse de ce changement nous impose de nous adapter, nous impose de construire différemment notre maison sur la durée de vie, enfin sur l'espérance de vie d'un être humain et d'une famille. Ce qui est très différent de périodes où naturellement certaines espèces ont migré à travers les continents sur plusieurs générations parce qu'elles avaient le temps de s'adapter. Et aujourd'hui, est-ce que l'atténuation est plus financée que l'adaptation? C'est quoi un peu la balance? Alors, effectivement, il y a plusieurs études qui cherchent un peu à estimer le financement qu'on accorde à l'un ou à l'autre. L'atténuation l'est davantage dans ces études. Alors, pour plusieurs raisons, c'est un sujet peut-être qui est devenu connu et prioritaire en premier avant l'adaptation. Et la deuxième raison, c'est qu'il y a beaucoup de financements de l'atténuation qui sont très bien fléchés, très bien étiquetés. Et donc, c'est plus facile de comprendre que que c'est du financement de l'atténuation. Là où sur l'adaptation, il y a probablement des financements indirects qui sont moins bien fléchés. Parce que naturellement, des entreprises vont prendre des décisions, vont changer certaines choses, ce qui contribue à l'adaptation, sans que ce soit forcément le seul objectif visé. Parce que c'est de la résilience de façon assez au sens large pour une entreprise, pour une organisation. Est-ce qu'aujourd'hui, tout le monde doit s'adapter? Toutes les entreprises, tous les types d'entreprises, voilà, c'est quoi un peu? Est-ce que certains secteurs doivent plus s'adapter que d'autres? Alors, oui, tout le monde doit s'adapter. Évidemment, les risques sont plus ou moins matériels selon les secteurs. Et donc, c'est plus ou moins urgent de s'adapter. Ce qui est intéressant, c'est déjà de se dire, il y a une idée reçue qu'il y avait encore il y a quelques années, c'est beaucoup moins le cas aujourd'hui, et tant mieux, c'est que l'adaptation, ça concerne aussi donc les entreprises françaises, et c'est aussi sous nos latitudes, qui ne sont pas des latitudes extrêmes, on est également confronté à des risques très importants. On a de la submersion marine, on a des inondations de façon plus fréquente, on a des événements qu'on n'avait pas par le passé. Ça touche, dès lors qu'une entreprise a un peu un footprint physique, elle est à risque. Et donc, en fait, que vous ayez des usines, des sites de production ou des fournisseurs qui eux-mêmes ont des sites de production ou des commodités naturelles, si vous avez de l'agroalimentaire dans votre chaîne de valeur, vous êtes extrêmement à risque et vous devez vous adapter. Si vous êtes dans le secteur du tourisme, vous vous retrouvez quand même à avoir des touristes qui vont soit au bord de la mer, soit dans des montagnes, et donc dans des zones extrêmement à risque, avec énormément de changements et donc des besoins d'adaptation. Dès qu'on est... on se parle beaucoup d'IT. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, même il y a énormément de services, de choses dans le cloud. Mais en fait, le cloud, c'est quoi? C'est des data centers. Un data center, c'est globalement quelque chose qui chauffe énormément, qu'il faut refroidir. Et donc, une température de l'air qui est plus élevée, c'est un impact sur la façon dont on construit et dont on fait fonctionner des data centers demain. Et on l'a eu, c'est arrivé il y a quelques années à Londres, des data centers
qui sont tombés en rade parce que ils ont dépassé les 40 degrés à l'air et donc que les clims n'ont pas fonctionné. Ils ont dû éteindre le data center et il y a des banques entières qui se sont retrouvées avec des systèmes informatiques qui fonctionnaient plus pendant plus de 24 heures. D'accord, oui. Donc Voilà, donc ça touche aussi du service et aussi dans nos capitales. Et finalement, comment on fait aujourd'hui pour pointer un risque, analyser un risque? Comment ça se passe concrètement? Alors la première étape, c'est de définir un petit peu le cadre de l'analyse, le périmètre. Et donc une entreprise, si on ne regarde que ses opérations directes, l'entreprise elle-même, on rate quand même un grand morceau des risques potentiels. Donc c'est toujours intéressant d'aller regarder toute la chaîne de valeur. Parce que les risques peuvent être sur la production directe, mais ça peut être sur de l'amont, de l'approvisionnement, comme ça peut être de l'aval sur les produits. Si vous êtes une entreprise, un géant de l'agroalimentaire, hein, vous regardez la production et votre approvisionnement, c'est là où il y a les risques. À l'inverse, si vous êtes AXA ou un assureur, regardez plutôt vos clients et vos produits, parce qu'en fait, le gros risque, c'est que le changement climatique vous cause des pertes de ce point de vue-là. Donc, regardez, à savoir mapper sa chaîne de valeur, identifier les maillons pour lesquels ça va être matériel, pour ensuite aller creuser sur ces maillons-là. La première chose qu'on regarde, c'est ce qu'on appelle l'exposition. Est-ce que mon site, l'usine, le champ dans lequel pousse ma matière première est exposé à des vagues de chaleur, des sécheresses, d'un ordre nouveau, des tempêtes, des feux de forêt, des inondations. Et donc, est-ce que je suis exposé? Et ensuite, on va pouvoir se poser la question en disant, si je suis exposé, quelle est ma vulnérabilité? Il y a la vulnérabilité intrinsèque. On enregistre ce podcast dans un sous-sol. Si jamais la zone est inondée, le sous-sol va se remplir en premier et c'est le matériel audiovisuel qui prend l'eau. À l'inverse, il y a une capacité ou pas de s'adapter et de réagir. Si on sait qu'on va être inondé ou qu'on est en zone inondable et que c'est à risque, on peut déplacer le matériel. Ça n'empêche pas on pourrait toujours enregistrer un podcast dans une autre pièce. On est assez résilient parce qu'on a cette capacité de réaction. À l'inverse, si vous êtes j'en sais rien, vous produisez du vin dans une certaine appellation, vous ne pouvez pas vous permettre de le faire 50 km ou 100 km plus loin. Vous êtes attaché à la parcelle. De la même façon, sur des infrastructures de transport, une fois qu'on a construit une centrale nucléaire ou une autoroute à un endroit donné, on ne peut plus la déplacer. Donc il y a plus ou moins de capacité de réaction et d'adaptation. Et donc ça, pareil, ça fait partie des facteurs de vulnérabilité qui vont venir potentiellement aggraver le risque ou au contraire le diminuer relativement. Et donc, c'est cette capacité de pouvoir faire des choix aussi qui va être hyper importante. Et toutes ces données, elles sont qualitatives? Alors, on essaye d'être de plus en plus quantitatif, mais c'est évidemment difficile. Et globalement, ce que nous, on fait, c'est qu'on arrive à à être très quantitatif et précis sur l'exposition. Et donc, ce qu'on sait modéliser, c'est attention, de manière générale, ça pourrait coûter tant, mais surtout de pouvoir le faire en termes physiques. Quand on est inondé, quelle est la probabilité? On parle de quelle hauteur d'eau? Est-ce qu'il y a 10 cm d'eau ou 1 mètre d'eau? Quand on parle de vagues de chaleur, est-ce qu'on parle de 30 degrés, 35 degrés? Et pendant combien de jours? Donc, on sait modéliser cette exposition de façon assez précise, de façon assez tangible. Et après, on vient poser le cadre de questions qu'une entreprise, qu'un investisseur doit se poser pour aller mesurer sa vulnérabilité. Qu'est-ce qui se passe si j'atteins cette température? Quelle est ma capacité de modélisation? Comment est-ce que mon entreprise a été impactée et comment est-ce qu'elle s'est adaptée pendant les dernières vagues de chaleur, dernières inondations, derniers événements, quoi. On peut aussi s'inspirer un petit peu du passé pour comprendre à quel point on peut être vulnérable ou pas dans le futur. Et finalement, une entreprise qui n'a pas été encore touchée, on va dire, par ce changement climatique, elle doit faire des choix assez stratégiques sur le court terme versus le long terme. J'imagine que c'est pas évident. C'est évidemment difficile. Maintenant, ça amène plein de... Il y a de plus en plus d'entreprises qui ont été touchées où, du coup, même si une entreprise en donné n'a pas ressenti d'impact ou n'a pas été touchée sévèrement, il y a énormément de comparables qui lui permet quand même de comprendre un peu mieux. Et je pense que c'est la raison pour laquelle on parle beaucoup plus d'adaptation maintenant, pour laquelle c'est devenu un sujet qu'on voit dans la presse, la raison pour laquelle la France ressort des nouveaux plans d'adaptation, c'est que voilà, on commence à avoir de plus en plus d'impact mesuré. Et puis après, il y a énormément de mesures d'adaptation, et peut-être ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure sur identifier les investissements qui sont faits au service de l'adaptation. Il y a énormément de décisions et d'actions qui ont des co-bénéfices. Si j'isole mon bâtiment, je suis à la fois plus résilient face aux vagues de chaleur, mais en fait, je consomme aussi moins d'énergie l'hiver pour me chauffer, et donc je réduis aussi mes émissions de CO2, et donc j'achète moins d'électricité, je suis moins sensible au choc sur les prix de l'énergie, comme on a pu l'avoir en Europe. Et donc, potentiellement, je prends une décision d'investir dans une nouvelle technologie ou une nouvelle façon de construire, et l'adaptation fait partie de cette équation-là, mais comme c'est pas le seul but visé, ça devient plus un co-bénéfice. Est-ce qu'aujourd'hui, vous diriez qu'elle est assez, enfin que justement l'adaptation est assez intégrée dans les modèles financiers?
Elle l'est de plus en plus et c'est vraiment, je pense, un mouvement qu'on a vu aussi en 2025. Le sujet de l'adaptation et de la résilience est vraiment, devenu un sujet de premier plan, et il y a plusieurs études qui montrent alors il y a des Bloomberg avait sorti une étude il y a quelques, mois maintenant, justement sur ce sujet-là, en regardant le coût du capital et en disant: «Les secteurs les plus à risque et les géographies les plus à risque ont un coût du capital plus élevé. C'est plus dur de se financer quand je suis dans un secteur très à risque, si je ne montre pas que je suis résilient». Et nous, on le voit aussi, avec nos acteurs, avec nos clients, qui sont, pour le coup, des acteurs financiers et qui cherchent à créer de la résilience pour davantage valoriser aussi leurs entreprises en portefeuille et pareil, aller négocier à l'achat, en prenant en compte ou pas le fait que l'entreprise est résiliente, pas résiliente, qu'il va falloir investir dans son adaptation et donc qu'on cherche, potentiellement à intégrer ce paramètre-là aussi dans la valorisation initiale, et dans les cash flows. Donc c'est quand même, ce sont des vrais sujets qui, sont maintenant dans quasiment tous les comités d'investissement. Côté comme non coté, on retrouve les 2. C'est simplement des façons de travailler qui sont extrêmement différentes. Évidemment, pour le coup, dans le non coté, c'est beaucoup plus facile d'influencer un projet et de chercher à le mettre, à l'ordre du jour que dans le coté où, la façon d'engager l'entreprise sur le sujet ou d'aller faire des choix va être un peu différente. Et donc là, c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup parlé de la France. Est-ce qu'aujourd'hui, finalement, les entreprises qui sont à l'étranger, donc ça peut être outre-Atlantique aussi, par exemple outre-Atlantique, est-ce que les entreprises regardent justement l'adaptation? Ouais, c'est vraiment c'est une bonne question et un sujet qui est global pour le coup et on voit vraiment tout le monde qui le fait. Nous, altitude, à peu près c'est 45% de nos clients qui sont français, le reste est à l'étranger. Donc on a aussi pas mal de clients en Asie comme en Amérique. Ils le font également parce que enfin, l'Amérique du Nord, mais Canada comme États-Unis sont quand même des géographies où il y a énormément d'impact physique. Et donc, je pense qu'ils savent vivre avec ça, dans lequel il y a également beaucoup d'infrastructures qui sont privées. Et donc, l'enjeu de la résilience des infrastructures et du risque de perte en capital, en fait, hein, pour le coup, est bien compris. Et donc, dès lors, l'adaptation devient un enjeu très business. Et donc, il y a un ROI, ça se modélise très bien. Et donc, il y a une appétence business qui est assez forte. Et pour le coup, donc, on voit de l'attraction là-dessus. Et ça sort un tout petit peu, justement, d'un discours qui peut être très politisé sinon. Voilà, donc, il y a un discours politique d'un côté. Ça n'empêche pas des acteurs économiques et des décideurs économiques d'agir de façon très rationnelle sur ce sujet-là. Et c'est aussi un sujet qui bouge beaucoup en Asie. Il y a énormément de driver avec notamment de la réglementation, mais je pense que ça illustre le besoin de le regarder. Mais aujourd'hui, dans des places financières comme Hong Kong, comme Singapour, en Chine, en Australie, il y a énormément d'actions aussi qui sont faites pour aller créer de la résilience. D'accord. Voilà. Donc c'est déjà en cours, ça avance déjà. C'est déjà en cours et ça avance assez vite. Alors je pense que l'Europe est un peu précurseur sur ce sujet-là. L'Europe a plutôt été en avance sur les sujets de réglementation aussi en termes de finances responsables pour porter ce sujet-là et le généraliser, le standardiser. Et donc forcément, quand on standardise la façon de regarder le climat dans les sujets financiers, dans le reporting public, évidemment, on regarde le sujet d'adaptation, on le théorise et donc on demande à tout le monde de le faire de la même façon. Mais il y a d'autres géographies qui le font maintenant et qui le font tout aussi bien. Aujourd'hui, quand voilà, on est une entreprise, du coup, on a tout intérêt justement à regarder tout ce qui est adaptation pour en fait finalement espérer avoir, on va dire, une meilleure image, une meilleure rentabilité aussi dans les années à venir. C'est vraiment un enjeu effectivement de résilience du business et du modèle d'affaires. Et donc, s'intéresser à l'adaptation dès maintenant, c'est certain, ce sont les entreprises qui ne s'adaptent pas, elles ne seront plus là demain. Et c'est vrai pas que d'un point de vue adaptation climatique. Une entreprise qui ne s'adapte pas à la demande de ses clients qui évolue, à la concurrence qui évolue, à la réglementation qui évolue, elle est vouée à disparaître de toute façon. Et donc, c'est simplement un sujet de plus, une corde de plus à avoir à son arc quand on prend des décisions stratégiques que celle de l'adaptation climatique et de la résilience climatique. Et après, la façon de le faire, pour le coup, va être très différente d'une entreprise à l'autre. Et c'est là où ça devient intéressant de voir comment chaque entreprise, avec ce qu'elle a en termes de capacité interne, de connaissances, d'expertise, pour faire ses choix et saisir ou pas certaines opportunités. J'ai en tête une entreprise avec laquelle on travaille qui fait du textile. Et donc, en soi, ils ont 2 sites de production dans lesquels ils font de l'assemblage de vêtements. Ils font du tissage et de l'assemblage. Très bien. En fait, ces 2 sites-là ne sont pas particulièrement à risque. C'est des sites qui ne consomment pas forcément d'eau. Donc, finalement,
si on regardait uniquement ces opérations directes, assez peu de risques en termes Mm. physiques et donc besoin d'adaptation. En revanche, ils ont besoin de coton pour faire ça et donc ils sont assez intégrés avec leur filière, donc ils connaissent tous leurs producteurs de coton. En l'occurrence, ils viennent tous des mêmes bassins de production du même bassin de production en Turquie. Et donc, si demain, cette zone-là est trop aride pour qu'on puisse faire pousser du coton avec un bon rendement, et où que les cours de matières premières augmentent de 20 ou 30%, et où leurs fournisseurs historiques de longue date mettent la clé sous la porte parce qu'ils ne sont plus en mesure de conduire leur business, bon, bah, ils ont une rupture d'approvisionnement. Et là, l'adaptation, elle peut prendre des formes très différentes. Est-ce que eux doivent choisir du coup d'autres bassins de production, doivent s'assurer d'avoir un peu sur différents continents des producteurs qui peuvent les approvisionner demain? Est-ce qu'au contraire, ils veulent rester sur ce bassin de production-là avec leur relation de longue date? Mais dans ces cas-là, c'est comment je les aide à s'adapter. Et donc, comment est-ce que je suis capable d'aller les voir pour leur dire, en fait, je suis capable de mettre des moyens, je veux bien vous acheter votre coton un petit peu plus cher maintenant à condition que vous vous adaptiez, et comme ça vous finance votre adaptation, et dans 10 ans, vous êtes encore là, et on négocie un contrat sur 10, 15, 20 ans, et ensemble, on s'assure que vous êtes résilient. Ces choix-là, ils sont extrêmement stratégiques et structurants pour une entreprise, mais ils sont essentiels parce qu'en fait, c'est ça qui fait qu'une entreprise, dans 5-10 ans, elle sera résiliente, elle pourra continuer à s'approvisionner, à proposer des produits de qualité à ses clients. Et donc, je pense que le challenge et ce qui est intéressant en fait aussi en travaillant avec des fonds de private equity, c'est comment on leur donne les bons outils pour que eux aient aussi ce rôle au conseil d'administration d'une entreprise de pousser un peu l'importance du sujet et de pouvoir aussi aider la prise de décision et la prise de choix. Je parlais avec une personne justement qui travaille dans un magasin de bricolage et qui me disait, ben en fait, nous, dans quelques années, on pourra plus vendre les mêmes choses. Donc j'imagine que les entreprises sont aussi en train de peut-être changer leurs produits, regarder ce qu'elles peuvent vendre aussi dans le futur. Il Ouais. y a des modifications sur les produits en eux-mêmes. Alors, il peut y avoir effectivement des modifications sur les produits. On se le dit aussi beaucoup dans l'alimentation. Demain, est-ce que soit on décide d'aller faire pousser ce qu'on aime manger aujourd'hui ailleurs, soit du coup, juste on fait pousser autre chose et d'autres céréales et on change la façon de s'alimenter. Il y a également potentiellement, ce sont les mêmes produits, mais qu'on va aussi amener différemment sur le marché. Il y a plein d'équipements où aujourd'hui on s'en sert pour dire j'ai en tête une boîte qui fait de l'IoT et de la domotique, des volets roulants et ainsi de suite. Et on passe il y a quelques années, leur marketing, c'est de se dire vous pouvez depuis votre canapé contrôler l'ensemble de vos volets et des lumières de la maison, c'est super, c'est sans effort. Et ça devient aujourd'hui contrôler la température pendant les canicules l'été pour qu'il fasse toujours frais dans la maison. Et ça sauve des vies, ça préserve l'espérance de vie. Et donc, derrière, même produit, même capacité technique de fabriquer un volet roulant, un moteur, et derrière, évidemment, un usage très différent. Donc, c'est aussi comment est-ce qu'on trouve dans sa capacité de fabrication des produits qui vont du coup demain servir. Il y a énormément de nouveaux produits dont on a besoin pour s'adapter. C'est vrai pour l'isolation thermique, mais du coup, c'est des enjeux de revêtement, de couleur de revêtement, c'est des enjeux d'isolation. Il y a énormément de sujets aussi de protection des équipements contre l'eau, l'humidité, les inondations. Et donc voilà, c'est potentiellement effectivement dans un magasin de bricolage, c'est plus les mêmes placos, les mêmes parpaings, les mêmes enduits qu'on retrouve demain, parce que la façon de construire sera effectivement un peu différente. C'est vrai qu'on a beaucoup parlé du court terme versus long terme, enfin voilà, sur la place financière, et cetera. Est-ce que, voilà, vous diriez qu'aujourd'hui on parle de plus en plus du long terme? Parce que j'ai l'impression quand même le court terme est quand même assez présent dans, voilà, les discussions que vous avez avec les entreprises. Ouais. Est-ce qu'aujourd'hui c'est quelque chose qui revient plus voilà, dans vos C'est toujours discussions? difficile de parler de long terme avec une entreprise, parce qu'il y aura toujours du court terme à gérer. Parce que, les risques, sont tels qu'aujourd'hui, il y a des impacts. On a eu, ces dernières années, en France, on a des glissements de terrain, on a des campings qui sont, inondés pendant plus de 6 mois de l'année alors que c'était pas le cas. On a le Nord-Pas-de-Calais, qui est sous l'eau, certaines zones 2 fois dans l'année, qui se sont retrouvées, inondées, avec des maisons qui demain du coup ne se retrouvent plus assurables, qu'on peut pas réparer, qu'on peut pas reconstruire. Des plans locaux, d'urbanisation qui sont, modifiés en disant: «Désormais cette zone, la prochaine fois qu'elle est sinistrée, on ne reconstruira pas». Et donc des gens qui sont amenés quand même à se poser la question de se dire: «Qu'est-ce que je fais? Où est-ce que je vais?» Des entreprises: «Où est-ce que je m'adapte?» Hem, donc c'est plus un sujet de long terme, lointain, en se disant: «Bon, est-ce que je fais ça un petit peu parce qu'à long terme, c'est mieux, mais en fait, j'ai tellement de choses à gérer en court terme». Mmh. Non, non, c'est vraiment un enjeu de résilience très court terme, pour pouvoir opérer. Il y a eu, quand il y a eu la sécheresse, alors c'était il y a 2 ans maintenant, en été, où il y a eu énormément d'entreprises
qui se sont retrouvés à ne plus pouvoir prélever d'eau. Et donc, des usines à l'arrêt parce que plus d'eau au robinet par décision de la préfecture, des hôtels avec des piscines fermées et dont des clients pas satisfaits ou une difficulté de remplir. Euh, et donc, on en revient. Et ça, finalement, ça devient le quotidien. Enfin, ce sont des risques qui se produisent quasi systématiquement tous les ans. Donc, ils sont trop fréquents pour qu'ils puissent être assurés. Donc, on ne peut plus transférer ce risque-là. On est obligé de se l'emparer. On ne peut plus ouvrir un hôtel dans une zone en France qui est sinistrée par des sécheresses tous les étés parce qu'on est certain d'avoir des agriculteurs. Enfin, il y a un conflit d'usage. Et donc, en fait, de toute façon, il n'y aura pas de touristes. Il y a des barrages d'agriculteurs avec des tracteurs autour de l'hôtel qui viendront occuper. Donc, il y a beaucoup d'exemples très concrets qui montrent qu'en France, aujourd'hui, voilà, c'est pas un sujet pour demain, c'est un sujet pour aujourd'hui. Alors c'est vrai qu'on a beaucoup parlé là de l'accélération justement de l'adaptation au changement climatique, des choses qui vont bien, mais est-ce qu'il y a des acteurs ou des secteurs qui ne veulent pas s'adapter, ne considèrent pas encore ce sujet actuellement? Euh, Alors, il n'y a pas de secteur en particulier qui s'adapte pas. Je pense que c'est vraiment des acteurs économiques, des décideurs. Certains vont effectivement euh, accepter de vivre avec certains risques. Et donc, c'est une décision qui est prise en connaissance de cause, de se dire ce choix-là, il est pas, c'est de la maladaptation ou il n'est pas cohérent avec le changement climatique, mais je le prends quand même. Euh, quand même un choix individuel, si on prend des choix de particuliers, vous achetez une maison, il y a énormément de zones aujourd'hui qui sont plus assurables parce sur le trait de côte, et on sait qu'il y a de l'érosion côtière et que globalement, d'ici 10 ans, la maison elle sera détruite parce que la falaise s'érode chaque année et que voilà, on ne sait pas quand, mais potentiellement il y a un moment. Si vous voulez acheter cette maison, vivre dedans et vous dire bon bah je sais que je la transmettrai à personne après moi, mais à minima si pendant les X prochaines années, tant qu'elle ne tombe pas, j'ai vu sur la mer tous les jours en me réveillant, c'est votre décision personnelle. C'est un actif qui est complètement échoué, qui ne vaudra plus rien le jour où. Mais voilà, donc parfois on peut comprendre que certains acteurs, pour plein de facteurs, prennent des décisions qui ne sont pas cohérentes avec l'adaptation au changement climatique. Maintenant, dans chacun des secteurs, il y a évidemment des entreprises qui cherchent à s'adapter plus ou moins vite. Les secteurs qui sont très impactés, tout ce qui est en lien avec des matières premières agricoles, biosourcées, évidemment, l'ont intégré de façon proactive. On le voit aujourd'hui dans les secteurs, on accompagne aussi des gens dans le secteur de la construction, de l'immobilier. Et donc, eux-mêmes, avec leurs clients pour qui ils construisent des biens, amènent le sujet de l'adaptation en disant c'est pas nous qui allons occuper ce bien pendant les 20 prochaines années, mais tant qu'à faire, si on peut ne pas construire quelque chose qui sera plus adapté dans 5 ou 10 ans, ça nous paraît plus intelligent. Donc, ils amènent aussi le sujet dans la conversation. Et ils s'outillent pour pouvoir construire intelligemment. Donc, c'est pour le coup quelque chose qui se diffuse très bien. Et donc, c'est plutôt encourageant. D'accord. Ok. Et justement, on parlait un petit peu au début de cet épisode de tout ce qui est réglementation, donc notamment des plans nationaux publiés par la France ces dernières années, et donc depuis 2006. Est-ce que cette réglementation, la réglementation nationale, mais aussi en général, est-ce que ça accélère l'adaptation au changement climatique? Est-ce que ça a un impact? Ça a un impact et effectivement, ça accélère, je pense, pour plusieurs raisons. Ça généralise. Et donc, il y a plein d'acteurs qui n'ont pas attendu que une réglementation pour s'adapter. Et donc, mais on est globalement sur quelques acteurs et donc ça devient assez niche. Et ce sont plutôt des précurseurs. Le fait de mettre en place une réglementation, ça généralise le principe. Le deuxième effet positif, c'est que ça permet de structurer la façon dont le sujet est adressé. Ça donne une bonne façon. C'est quoi l'adaptation au changement climatique? Aujourd'hui, on a une taxonomie européenne qui nous dit que c'est ce qui est adapté, pas adapté. Secteur par secteur, voilà quels sont les critères qu'il faut regarder, quels sont les bons scénarios à utiliser, quel est le bon horizon de temps auquel on se projette. Et donc, il y a une clarification de ce que c'est que l'adaptation qui permet du coup de s'assurer que globalement, personne ne pourra dire « je ne savais pas, donc j'ai rien fait parce que je ne savais pas ». Et puis, le troisième élément, c'est que ce qui va de pair avec cette généralisation, c'est en fait, comme beaucoup d'acteurs se mettent à travailler sur ce sujet, ça favorise le développement d'outils, de méthodes, de nouveaux produits. Voilà, et donc on se disait, on a besoin potentiellement de nouveaux matériaux de construction demain. S'il y a une entreprise par-ci, par-là qui s'adapte, c'est pas rentable de développer ces nouveaux matériaux. Si toutes les entreprises du territoire s'adaptent, évidemment que ça devient très rentable pour un fabricant de matériaux de construction de développer des nouvelles gammes de matériaux. Et donc forcément, je pense que ça amène aussi beaucoup d'innovation et de R&D. Et ça permet de financer des R&D et donc de faire avancer l'économie. Donc la réglementation, c'est ça le rôle qu'elle a. Donc pas qu'un enjeu de planification, c'est aussi un enjeu
de mettre en mouvement. Et là, du coup, je pense plutôt aux réglementations, taxonomie européenne, SFDR, CSRD. Forcer les entreprises à faire quelque chose et à discloser ce qu'elles font, permet de généraliser les bonnes pratiques. Et puis après, les plans nationaux, comme le plan national d'adaptation au changement climatique, le 3e, permet de faire en sorte que les entreprises publiques, c'est le service public et le parc immobilier public est également adapté et qu'on ne laisse pas ça qu'au privé, ce qui est assez important. Et puis ça permet après de réfléchir aussi à la maille territoriale. Si vous êtes une entreprise et vous êtes la seule à vous adapter dans votre bassin de production, certes, si demain il y a une inondation, on se dit mon usine super, elle n'est pas inondée parce que j'avais construit un muret tout autour où je l'ai surélevé et je l'ai mis sur un remblai. Si c'est inondé tout autour de l'usine, les gens peuvent plus venir travailler, vos fournisseurs peuvent plus vous livrer, vous pouvez plus faire sortir vos produits vers vos clients, et donc en fait vous vous retrouvez à l'arrêt. Et c'est ce qui s'est passé. Un exemple que je cite pas mal, mais à côté de Valence, du coup, quand il y a eu les précipitations extrêmes et catastrophiques, il y a eu donc énormément de dégâts, mais Stadler, donc, qui fabrique des tramways là-bas, bonne nouvelle pour eux, ils se retrouvent avec une usine qui n'est pas inondée, pas impactée. Enfin, pas inondée, mais en fait impactée, parce que le lendemain, 20% des salariés peuvent plus venir travailler parce que la crèche est fermée, l'école est fermée, donc ils ont leurs enfants à la maison, ou parce que leur voiture a été emportée par les inondations. Et donc, en fait, 20% de salariés qui viennent plus égale, on ne peut pas ouvrir la ligne de production, donc l'usine est à l'arrêt à 100%, les 80 autres sont au chômage technique, et donc, en fait, c'est 6 mois de retard de livraison du prochain tram qui devait fournir à Lausanne. Et ça a fait un effet d'annonce qui était très mauvais, et ça a entraîné d'ailleurs une dévaluation du cours de l'entreprise. Donc voilà, il faut réfléchir à l'échelle territoriale pour que tous les acteurs puissent être résilients et s'adapter au changement climatique. Si demain, en fait, c'est des filières entières qui peuvent aussi tomber. S'il y a certaines zones, si demain à Bordeaux, on ne peut plus faire de vin parce que le climat ne permet plus de faire pousser du raisin, on se retrouve quand même avec potentiellement un écosystème entier de personnes qui travaillent autour d'entreprises qui vivent d'une filière qui fonctionne bien. Et donc, c'est comment est-ce qu'on pense à l'échelle territoriale aussi cette adaptation. Et c'est là où des plans, un peu de planification, un peu une vision d'État, où on peut faire des plans et on peut investir aussi sur 10, 20, 30 ans, ce que peu d'acteurs peuvent faire finalement, que ça devient assez utile. Ouais, donc finalement, c'est un sujet de court terme, comme vous disiez, quoi. Voilà, c'est décider à court terme, mais être capable aussi potentiellement de prendre des risques à long terme, en tous les cas de sécuriser des investissements de long terme qui ne seraient pas forcément assez rentables pour qu'ils soient portés par des acteurs privés. Est-ce qu'aujourd'hui, on va assez vite sur ces sujets-là? On n'ira jamais assez vite parce qu'on a mis du temps à s'y mettre, et ce qu'on se disait au début, et du coup c'est important peut-être d'accélérer pour rattraper, et ça on a encore un peu du mal à le faire. Donc non, si on pouvait aller plus vite, je pense que ce serait effectivement bénéfique. Après, ce qui est important, il faut se concentrer sur ce qui marche. Donc il y a des belles histoires, il y a des entreprises qui s'adaptent, ça crée de la valeur, et donc je pense qu'il faut s'appuyer là-dessus. Et c'est comment est-ce qu'on s'appuie sur ces réussites pour le récit, pour créer un récit autour de l'adaptation. Et je pense que, notamment dans le discours qu'on a sur le changement climatique, il y a eu pendant longtemps un discours très orienté atténuation, et donc très orienté responsabilité des émissions, côté punitif sur ceux qui émettent des émissions de CO2, et qui a rendu du coup évidemment plus difficile à amener le sujet. Et sur l'adaptation, pour le coup, c'est beaucoup plus simple d'avoir un discours qui est très positif, de se dire en fait comment est-ce qu'on vit bien en 2050, comment est-ce qu'on n'est pas juste dans un état léthargique aux prochaines vagues de chaleur, comment est-ce qu'on se retrouve à pouvoir avoir encore des conditions de vie qui soient agréables, confortables, qui fait qu'on n'a pas besoin de déménager, qu'on n'a pas besoin de quitter des territoires parce qu'on a changé notre façon de faire. Et donc c'est ça qui est hyper enthousiasmant et sur lequel il faut qu'on se concentre. Qu'on n'a pas fini d'entendre parler d'adaptation. Dont on n'a pas fini, exactement, ouais, carrément. Okay. Bon, à suivre du coup. Exactement. Merci beaucoup. Merci Ariane. Merci de nous avoir suivis, et on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode du Talk Finance Responsable. Le Talk Finance Responsable, un podcast idée l'info durable, présenté par Ariane Khosrowshahi.